Bonjour. Le cartographe des Indes boréales d'Olivier Truc. Ô très tendre Vierge et Mère du Sauveur de tous les siècles. Chapitre 25. Les loups. Arvidjaor, avec sa pauvre chapelle et ses quelques cabanes branlantes, fleurait la lointaine civilisation. C'en était terminé. La colonne s'enfonça dans le cœur de Laponia. Ils naviguèrent, marchèrent, jurèrent, longèrent d'immenses lacs. Buovdava, Udjaor, des noms lâchés par leurs guides avec des regards appuyés. Des noms labyrinthes. Une seule façon de les interpréter, les Suédois n'étaient pas chez eux. Ils atteignirent un campement de tentes dont ils avaient aperçu la fumée de loin. Ils se trouvaient à une vingtaine de lieues d'Arvidjaor, toujours direction nord-ouest. Seule satisfaction, les vastes étendues d'eau promettaient des transports plus rapides l'hiver lorsque tout serait gelé. Une douzaine de rennes creusaient la neige avec leurs pattes palmées. Ils déguerpirent en voyant la colonne. Une femme sortit d'une tente conique couverte de pièces de drap grossier cousues ensemble. Des branches de bois dépassaient du faîte de la tente, ouvertes à l'air et à la lumière. De la fumée s'en échappait. La femme portait un bonnet de feutre noué sous le menton, une robe épaisse en peau de renne également nouée à la taille. Un des guides lapons s'adressa à elle. Les autres installaient le campement. Isko ne perdait pas des yeux la femme. Elle lui rappelait vaguement celle qu'on avait jetée par-dessus bord au large de Bordeaux. Ou même la femme en verre du Vasa. Cet endroit est stratégique, estima le commissaire. Il établit le lien entre ces deux grands lacs qui vont constituer notre système de communication rapide. Le lapon revint vers le groupe. Les hommes sont derrière cette montagne-ci, dit-il. Ils surveillent les femelles qui sont en train de mettre bas. Elles doivent être au calme. L'un des guides, David Seva, le seul à parler un peu suédois, était un parent de la femme. Ils appartenaient au même groupe, même si le campement de l'autre était à une demi-journée de marche vers le nord-est. Il semblait inquiet. On traduisit de nouveau. Des loups ont été vus. Ils attaquent les rennes. Si une femelle qui vient de mettre bas est attaquée, elle abandonne son faon. Le lapon reprit sa discussion avec elle. Le problème était grave. Ils avaient peu de femelles cette année. L'hiver dernier a été dur, expliqua David Seva. Plusieurs rennes n'ont pas survécu. Si les loups attaquent et dévorent d'autres femelles, on n'aura plus de lait. C'est ça qu'on mange. Si on n'a plus de lait, on mangera quoi? Il faudra quitter la montagne. Le commissaire osa faire la pointe bougonna et haussa les épaules. C'est comme ça ici. C'est votre faute avec vos dieux de pacotille qui sont une insulte au Christ. Personne ne trouva rien à ajouter. Les lapons continuaient à partager leurs inquiétudes. Le commissaire appela l'interprète. Plutôt que de gémir, demande donc qu'il nous chasse un renne. Ça changera du poisson pour aujourd'hui. La demande avait du mal à passer. On le voyait à leur mine, mais aucun n'osait s'opposer. L'interprète dit que les bergers voulaient renforcer la surveillance pour chasser les loups. Le commissaire balaya l'argument de la main. Mais Isko comprenait le problème. Dans les montagnes basques, où on gardait les moutons, les loups et les ours étaient aussi une calamité permanente. Une idée germa en Isko. Mais la consigne de Jacques de Mons le fit hésiter. Ne pas se mettre en avant, adopter un profil bas. Faut-il donc que j'aille chasser moi-même, s'impatienta le commissaire. Un de ces rennes fera bien l'affaire, nous avons perdu assez de temps. Il indiqua le petit troupeau appartenant à la famille Lapone. Les rennes broutaient de nouveau à 300 pas de là. Sans attendre, le commissaire alla prendre son mousquet et Isko toussa fortement. Si vous le permettez, Abraham Johnson releva la tête. Oui, jeune homme. Le commissaire, homme vif et autoritaire, était de ceux qui pensaient savoir se faire une opinion immédiate des hommes, et son amour-propre lui interdisait de changer d'avis. Isko l'avait senti. Depuis qu'ils avaient devisé au coin du feu à boire de l'eau de vie, en évoquant le premier passeur de Pithéa, Johnson considérait Isko comme une personne estimable. Excellence,
Vous avez choisi ce campement qui paraît idéalement placé sur le tracé entre Pithéa et le filon d'argent. C'est bien mon avis, mon garçon. Il faudra établir le relais sur le futur chemin des stations de Rennes habitées en permanence. Évidemment, nous y travaillons. Isco garda le silence pour laisser le temps à cet homme impulsif de digérer l'idée. Évidemment, ici, cela ferait un très bon endroit pour un relais. D'un point de vue cartographique, c'est idéal, approuva Isco, en se tournant vers Olofstresk pour guetter son approbation. Évidemment, continua le commissaire, sans attendre. Et bien sûr, il serait regrettable qu'à cause d'un incident quelconque, les gens qui habitent ce relais quittent leur poste pour aller on ne sait où et compromettent ainsi le bon fonctionnement de l'ensemble. Le commissaire semblait hésiter, et il n'aimait visiblement pas ça. Je vois. Et si les loups déciment le troupeau, dévorent les femelles qui donnent du lait quotidien à ces pauvres gens, eh bien... Le commissaire prit son mousquet à deux mains. Allons, vous autres, chasse aux loups, en avant! Et au retour, nous trouverons bien une reine sauvage ou quelques perdrix bien grasses. Le lapon hocha la tête plusieurs fois et traduisit. Les autres y croyaient à moitié. Olofstresk jeta un regard amusé à Isco. Guide et cartographe se mirent en marche. Seul Olofstresk resta au campement pour mettre ses notes à jour. Tout en marchant, Isco tentait de convaincre le commissaire de ne faire usage de son arme qu'en dernier recours, afin de ne pas effrayer les rennes si, comme il l'avait compris, une détonation pouvait condamner un faon à être abandonné. Au bout d'une heure de marche dans la neige durcie, David Seva repéra l'un des bergers. 3 loups maraudaient de l'autre côté du versant. 4 autres bergers les tenaient encore à distance, mais la surface à surveiller défiait l'entendement. En contrebas, quelques rennes femelles broutaient tranquillement. L'une d'elles avait déjà mis bas. Les hommes se répartirent en plusieurs groupes. Celui d'Isco grimpa jusqu'à la crête. Tout était silence. Dans ces montagnes basques, Isco sentait toujours la proximité de la mer, un sentiment que cet infini de monts et de vallées se finissait quelque part, sur un horizon bleu qui le ramenait chez lui. Rien de tel ici. Les sommets se succédaient sans espoir de repos. Les hommes restèrent plus d'une heure à épier le moindre repli de terrain, le plus léger mouvement, jusqu'au moment où David Seva leva la main, doigt tendu. Le commissaire plissa les yeux. Des corps souples glissaient au loin sur une plaque de neige. Sans ce fond clair, il eût été impossible de les apercevoir. Les loups se dirigeaient vers un col qui redescendait vers le marécage à moitié dégelé, où les rennes cherchaient leur maigre pitance. Le lapon montra un autre point. Des hommes, minuscules vus d'ici, descendaient l'autre versant en courant pour s'interposer entre les prédateurs et les rennes. Le commissaire, qui aperçut enfin les loups, se leva. « Approchons-nous, je ferai mouche. » En bas, les rennes, contre le vent, continuaient comme si de rien n'était. Le premier faon, né quelques jours plus tôt, gambadait déjà autour de sa mère, venant régulièrement la téter. Quelques 80 pas séparaient les deux groupes d'hommes. Les loups venaient maintenant de s'arrêter. La manœuvre du premier groupe fonctionnait. Les loups se mirent à courir, cette fois-ci en direction d'Isco. Les rennes ne se doutaient toujours de rien. David Seva se mit à avancer d'un pas rapide, courbé, lance en main. Le commissaire suivait, ainsi que le jeune géomètre Lars Henriksson, qui semblait plus apeuré encore que d'habitude. Isco fermait la marche. Une large plaque de neige glacée les séparait maintenant. Les hommes s'avancèrent sur la neige, les loups aussi. Ils pouvaient encore passer avant que la neige ne se referme sur eux et semblaient bien décidés à se glisser entre les groupes qui progressaient plus lourdement. Une rivière grondait sous la neige. On pouvait la voir s'engouffrer à une 60aine de pas plus haut, coulant à gros bouillons de la montagne. David Seva s'enfonça un peu plus, releva son pied. Le jeune géomètre, incertain, hésita.
Le commissaire, décidé à mener à bien cette affaire, avançait sans crainte, maintenant son mousquet droit devant lui, déjà en position de tir. Les loups reprirent leur course. Le chef de meute, suivi des deux autres, filait sur la neige. Davet et le commissaire se trouvaient côte à côte lorsque la glace céda sous leur poids. Les loups marquèrent un temps d'arrêt, puis, voyant que rien ne se passait, reprirent leur course. Derrière, Lars Henrikson, désemparé, rebroussa chemin. Isco courut dans les pas de Davet, là où la neige durcie avait soutenu ses pas. Le lapon et le commissaire se démenaient, s'agrippaient l'un à l'autre, pour sortir du trou de glace où disparaissait le bas de leur corps. Abraham Johnson jurait, insultait le lapon, maudissait Isco et la terre entière. Les loups n'étaient plus qu'à une trentaine de pas d'eux. Ils hésitèrent. Le museau du chef de meute passait des rênes inoffensifs aux deux hommes désarmés qui se débattaient. La lance avait glissé de quelques pas à la surface de la neige. Isco s'approcha. La couche de glace craquait sous ses pieds. Geste ralenti. Un pas. Encore un. Répartir le poids du corps. Respecter la glace. Ils plièrent les genoux, les deux pieds au sol. Il se saisit de l'arme, se redressa. Isco observait le loup, qui ne perdait rien de ses mouvements. Johnson et Davet ne bougeaient plus, conscients qu'un geste briserait l'équilibre qui venait de s'installer. Les trois animaux grognaient. Ils voulaient atteindre les rennes, savaient que le faon serait un butin facile, que les rennes, d'habitude rapides, seraient ralenties par leur état. Ils le savaient. Le loup de tête se décida, fonça comme une flèche vers le marécage. La lance d'Isco le heurta en pleine extension. Il roula à terre, foudroyé, lance plantée en travers de la gorge. Isco continua sur sa lancée jusqu'à la bordure de la couche neigeuse et sauta sur la roche humide. De l'autre côté de la colline arrivaient, essoufflés, les hommes de l'autre groupe. Les deux autres loups, indécis, grognèrent. Voilà, c'est terminé pour le chapitre 25. À bientôt!